Le psychologue humaniste américain Abraham Maslow disait: si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous verrez tout problème comme un clou. Selon lui, la capacité humaine à toujours s'adapter face à de nouvelles situations reflète une grande partie de l'intelligence. Adapté au monde dans lequel nous vivons actuellement, un monde en réchauffement permanent, la question se pose de savoir de quel outil nous devons nous saisir pour prendre cette situation à bras le corps et s'adapter. Alors, quelle est la solution? C'est une question que je me pose depuis des années, et si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être parce que tu te la poses aussi. Je suis Léa Retinger, j'ai 23 ans, et je suis persuadée que les réponses sont plurielles et qu'elles proviennent avant tout des nouveaux récits qui doivent nous aider à penser différemment et vivre en se rapprochant de l'essentiel. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je veux aller à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent tous les jours pour faire advenir un lendemain désirable en construisant un présent qui l'est déjà, fait d'émerveillement, de joie simple et de vision alternative de voir et vivre dans notre monde. Et c'est au micro d'Echo Eclipse que vous entendrez le récit. Bienvenue dans ce podcast, et tout de suite, place à un nouvel épisode. À l'heure où le milliardaire Donald Trump, largement soutenu par l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, vient d'être investi président des États-Unis, l'enjeu de la séparation stricte des intérêts privés et des affaires politiques est plus que jamais à l'ordre du jour. Elon Musk est aussi le directeur général de la société astronautique SpaceX et de la société automobile Tesla, et il soutient désormais d'autres partis politiques d'extrême droite en Europe, comme celui de l'AfD en Allemagne, à quelques semaines des élections législatives. Cela pose bien sûr la question de l'ingérence économique et étrangère dans les affaires des pays européens, mais aussi et surtout celle de l'indépendance des médias, qui est un enjeu de plus en plus crucial dans nos démocraties. Quelle est alors la frontière entre certaines élites économiques, qui se trouvent souvent être les plus fortunées du monde, et ce qui est véhiculé dans les médias, surtout lorsque ces informations sont loin d'être neutres, qu'elles peuvent être dangereuses, voire mensongères? Pour parler de tout cela, je reçois aujourd'hui Charles Merlin, alias Vivre moins con sur les réseaux sociaux. Il est vulgarisateur engagé de l'actualité et il est au micro d'Echo Eclipse. Salut Charles, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans Echo Eclipse. Tout d'abord, comment est-ce que tu vas en ce début d'année 2025? Salut Léa, eh bien écoute, ça va bien. J'ai passé de bonnes fêtes, bien entouré, en bonne compagnie, à la campagne en plus, donc ça c'était agréable. Ça fait toujours du bien de changer d'air et de partir un peu de Paris, même si je suis toujours content de revenir. Mais voilà, l'année commence bien avec voilà, pas mal de projets et tout, donc c'est cool. Trop trop bien. On est en janvier, ça veut dire que c'est Mmh. l'hiver, qu'on est en France et avec le dérèglement climatique, voilà, on a de moins en moins de neige au fil des années et donc de plus en plus de pluie. Moi personnellement, ça me tape un peu sur le système de jour en jour, j'ai moins d'énergie. Je sais pas si toi c'est pareil. Est-ce que d'ailleurs tu as une saison préférée? Oui, alors moi je suis plus chaleur que froid pour le coup, hein. Je suis assez classique de ce point de vue-là. Moi je préfère le printemps, l'été, voilà. Choisir entre le printemps et l'été, je saurais pas trop te dire, mais moi j'aime bien quand il fait beau. Ouais. J'aime bien quand il fait beau, j'aime bien quand on a de la luminosité, quand on a de la lumière, quand on peut profiter de l'extérieur. Effectivement, on est en janvier. Là, je regarde par la fenêtre, il pleut. Je suis pas trop fan de la pluie, pour être honnête, même si on en a besoin. Et voilà, il faut de la pluie pour recharger les nappes phréatiques. Et juste en termes de goût, moi, je suis plus team soleil, chaleur et tout, quoi. Ok, on se comprend alors. J'aimerais te laisser te présenter aux auditeurs et aux auditrices de la manière dont tu le souhaites. Qui es-tu, Charles? Oui. Alors, je suis un homme de 39 ans qui vient de la campagne, qui a grandi en Picardie. J'habite à Paris, bon, maintenant, ça fait plus de 10 ans hein, que je suis à Paris. Je suis quelqu'un d'engagé. Voilà, je suis quelqu'un de politisé, c'est-à-dire que j'ai des convictions, je suis attaché à des valeurs et j'essaye de consacrer pas mal de temps et d'énergie finalement de ma vie pour soutenir ces convictions et ces valeurs parce que je crois que c'est comme ça qu'on vivrait dans une
une société un peu meilleure, dans un monde meilleur. Et concrètement, eh bien, ce temps que je le passe à créer du contenu, à faire des vidéos sur Internet et les réseaux sociaux, plus concrètement sur TikTok et Instagram. Et en fait, je fais surtout des vidéos courtes dans lesquelles je vulgarise un petit peu des sujets, je réagis à l'actualité, je réagis à du contenu qui a été peut-être créé par d'autres créateurs de contenu. Voilà, l'idée, c'est de faire un peu d'éducation populaire, je dirais, pour, on va dire, essayer de rendre des sujets complexes, un peu plus simples et surtout, donner des clés de compréhension aux gens pour, 1, qu'on soit les plus nombreux possibles à prendre conscience de certains problèmes et 2, pour moi, quand on commence à comprendre certaines choses, c'est qu'on a déjà fait un premier pas en termes d'encapacitation et en termes d'empouvoirment. Donc c'est des mots qui sont un peu à la mode, mais qui nous permettent de mieux agir sur le réel et de mieux agir face à ces problèmes. Voilà. Donc pour moi, c'est important d'agir à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi et tu disais que, tu viens de Picardie, on en parlait un peu avant cet entretien, mais je suis assez convaincue qu'il y a Mmh. un lien important entre ce qu'on vit quand on est enfant et ce qui va nous forger, nous donner envie de devenir et d'être plus tard. C'est pour ça que j'aime toujours poser une question à mes invités qui a trait à leur enfance, parce que ça permet souvent de mieux situer et de mieux comprendre un parcours ou une vision du monde. Où est-ce que tu as grandi du coup exactement et quel genre d'enfance tu as eu? Oui, bah, écoute, je suis d'accord avec toi, et en fait, moi, j'ai grandi dans un hameau, donc c'est encore en dessous la commune, donc on était rattaché à une commune, mais moi, j'ai grandi et mes parents vivent toujours dans ce hameau de 50 habitants, voilà. Donc c'est très petit, il y a pas de commerce, il y a que des habitations, des maisons et des fermes. Il y a plusieurs fermes, donc c'est une région rurale, hein, très rurale, en tout cas, cette partie de la Picardie et le département, c'est l'Oise, du côté de Beauvais. Voilà. C'est une région, c'est un coin où il y a beaucoup de champs, d'herbages, de bois, de forêts. Et ça a été mon environnement, quoi. Ça a été un petit peu mon milieu. Et bah, l'enfance que j'ai eue dans cet environnement, en fait, elle a été marquée par ça. C'est-à-dire que quand on avait du temps libre, et ben en fait, ce temps libre, bon, en même temps, il y avait moins d'écran. Donc, enfin, moi, j'ai grandi vraiment à ce moment de notre époque où les écrans ont commencé à faire irruption, mais j'ai connu l'époque où on n'avait que encore la télé. Alors, c'est vrai que c'est déjà un écran qui prenait déjà pas mal de place à l'époque, mais on n'avait pas encore l'ordinateur, on n'avait pas encore les consoles, et on n'avait pas encore non plus les smartphones, évidemment. Et donc, bah, ça, en fait, ça nous a permis de pouvoir profiter de notre temps libre de manière assez, même très différente, je pense, de la manière dont on passe et surtout dont les enfants passent leur temps libre aujourd'hui. Et donc, on en a profité beaucoup pour aller dehors. On construisait des cabanes, on faisait du vélo, on jouait au foot. Tu parlais d'hiver, de neige, enfin, qu'il y avait moins de neige. Écoute, moi j'ai connu, j'ai des souvenirs d'hiver où on avait des épaisseurs de neige. Et je te parle pas, j'étais pas dans les Alpes, j'étais en Picardie, donc c'est-à-dire à 2 heures au nord de Paris en train, voilà, en TER, en TER. Et avec des congères, je sais pas si les gens qui nous écoutent, ou toi, si tu vois un peu ce que c'est sur le bas-côté des rues, des espèces de structures, de formes de glace, mais qui étaient vraiment énormes. Et il y a une année, il y avait tellement de neige et elle était tellement compacte qu'on a pu construire un igloo, voilà, avec des blocs de neige qu'on découpait. Donc en fait, tu vois, moi, mon enfance, elle a vraiment été marquée par cet environnement rural, champêtre, entre guillemets. Voilà, parfois on participait à la moisson avec les agriculteurs qui habitaient aussi
ce hameau. Et donc vraiment, voilà, moi j'ai un rapport au vivant, à la nature, à tout ça qui est assez important parce que ben, j'ai vraiment baigné dedans, quoi. Oui, je considère que c'est un point de vue personnel, mais j'ai quand même l'impression que c'est une certaine chance d'avoir reconnu cette proximité, avec la nature et avec l'urbanisation qui est de plus en plus croissante, c'est vrai que ce lien-là, j'ai l'impression qu'il est de moins en moins existant. Et d'ailleurs, avant qu'on fasse cette interview aussi, tu m'avais envoyé un article du média L'ADN qui Mmh. m'a beaucoup plu, puisqu'il s'agit Oui. d'un entretien avec Moïna Fouché-Delavigne, qui est journaliste et auteure, et elle a mené une étude sur l'importance de faire classe dehors, donc Mmh. de faire cours dehors dans les écoles, de préférence Oui. près de la nature. Et elle a aussi observé comment les enfants pouvaient se comporter lors d'une sortie scolaire dans la nature en fonction de leur lieu d'habitation. Par exemple, et j'ai trouvé ça assez marquant, elle parlait d'enfants qui avaient peur de se mettre pieds nus dans l'herbe parce qu'ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre ou encore parce qu'ils avaient peur d'être sales et qu'en général, il existe quand même un lien entre cette peur et le fait d'avoir grandi en ville. Donc ça touche aussi Mmh. un autre sujet hein, qui est celui des inégalités sociales ou géographiques, cette chance de pouvoir grandir près de la nature. Mais ça rejoint quand même une observation personnelle que je fais depuis des années. Moi, j'ai quand même l'impression que les gens qui ont cette fibre-là, cette fibre d'engagement pour la protection du vivant, en général, la plupart du temps, c'est quand même des gens qui ont eu cette chance-là de grandir près de la mer, près de la forêt, dans un environnement quand même vivant et sain. Et je trouve que c'est un enjeu important de faire autant que possible, en sorte que chaque enfant il puisse connaître une certaine proximité, voire une certaine familiarité avec la nature, quoi. Mais oui, c'est fondamental. Moi, j'aimerais qu'on revienne du coup à ce que tu fais aujourd'hui. Tu l'as dit, tu fais de la vulgarisation engagée de l'actualité sous le pseudonyme Vivre moins con sur Instagram et TikTok. Et sur les Mmh. deux réseaux sociaux cumulés, tu es suivi par plus de 400 000 followers, ce qui n'est pas rien. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi pour toi être con? Alors, le nom de mes comptes, de mes chaînes sur Insta et TikTok, il peut être perçu comme étant un peu piquant, vivre au moins con, c'est-à-dire que les personnes peuvent se dire: «Bon, bah, en fait, le mec nous prend pour des cons et nous propose de nous rendre moins cons». Bon, et donc ça peut être perçu comme étant un petit peu, peut-être prétentieux, arrogant, pédant même, ce que je comprends, il y a pas de problème. Mais en fait, pour moi, le terme con, connerie, il fait référence à, une «construction sociale» entre guillemets. C'est un terme qui est à la mode, mais en tout cas, on a été rendu con. La société dans laquelle on a grandi, dans laquelle on vit, elle nous rend cons, par plein de manières. Je pense que, l'éducation, c'est un sujet sensible, donc je fais attention, mais l'école aujourd'hui, c'est mon point de vue et je sais qu'il est partagé. Aujourd'hui, elle, de par ses enseignements et de par la manière dont elle transmet ses enseignements, j'ai l'impression qu'elle se détache de plus en plus d'une mission originelle qu'elle aurait eue, qui, est d'outiller, des citoyens en devenir pour qu'ils, aient, un esprit critique, pour qu'ils aient, une boîte à outils qui leur permette de mener une vie émancipée. Voilà. D'être des citoyens qui vont participer à la vie de la cité. Bon. Pour moi, l'école, c'est ça, à la base. Et de plus en plus, on a une école qui répond à surtout des enjeux, qui sont propres au marché du travail. Et en fait, aujourd'hui, l'école, forme surtout des personnes qui doivent être employables et qui doivent donc répondre à des attentes et des besoins des sphères économiques. Bon, effectivement, tout le monde doit trouver un travail, hein, donc c'est quand même important aussi, qu'on nous forme à ça. Mais je trouve que ça prend de plus en plus de place et que, eh bien, in fine, on nous inculque des manières de voir le monde, de penser le monde qui sont de plus en plus, managériales, qui sont de plus en plus consuméristes et ça pour moi c'est une part de connerie, tu vois? 1°. Deuxièmement, on est aussi des personnes qui évoluons dans un univers informationnel
qui est de plus en plus dense, de plus en plus complexe, de plus en plus ambigu, de plus en plus clivant. Et cet univers informationnel, il est composé de moins en moins par des informations objectives, enfin des informations objectives, de moins en moins par des faits, et de plus en plus par des messages. Et donc des messages un message, il y a toujours une orientation à un message, puisque le message, il est envoyé par un expéditeur. Et il cible des destinataires. Et que ces destinataires soient des électeurs à qui on essaye de euh, soutirer un vote, une voix. Ces destinataires, ils sont des consommateurs à qui on essaye d'obtenir une décision d'achat. Ces destinataires, ce sont des citoyens consommateurs qui ont la double casquette, à qui on va essayer d'inculquer une opinion, parce que ça va aller dans le sens de, je sais pas moi, une entreprise ou autre. Et donc, en fait, on se retrouve bombardé d'informations au quotidien, c'est énorme, et ça nous rend pas plus intelligents. Ça nous rend vraiment pas plus intelligents. Et en fait, tous ces messages, étant donné que ce sont des messages qui ont vocation à servir des intérêts propres, des intérêts privés, on va essayer de faire appel à des instincts qui sont assez bas, puisque en fait l'objectif c'est pas d'améliorer la condition humaine, mais c'est plus de voilà acheter plus de lessive, s'abonner à Netflix, ou bien voter pour un parti politique qui peut-être n'a pas pour objectif de servir l'intérêt général. Et donc, en fait, il faut avoir une bonne paire de lunettes avec des verres qui nous permettent de faire preuve de discernement et qui nous permettent d'identifier tout ça. Et ça, c'est pas évident, c'est pas évident. Et du coup, moi, j'essaye à travers mes contenus, de mettre un peu de lumière, de mettre un peu de conscience dans tous ces phénomènes-là. Et je terminerai simplement en disant que tous ces acteurs qui nous bombardent de messages, étant donné que c'est pas très admissible de vouloir nous dire achetez plus mon produit ou consommer de telle manière ou je ne sais quoi, eh bien, il y a beaucoup d'acteurs qui ont recours à des procédés rhétoriques qui sont trompeurs, qui sont fallacieux et qui, à travers ces procédés, essayent de nous faire croire que non, ce qu'ils nous disent, en fait, c'est plutôt moral, c'est plutôt éthique, et qu'ils essayent de servir l'intérêt général, alors que c'est pas vrai. Et c'est comme ça qu'on voit tous ces procédés de greenwashing. C'est comme ça qu'on voit tous ces procédés de purpose washing, c'est-à-dire donc une entreprise, elle est maintenant, toutes les entreprises sont censées avoir une vision, une mission, une raison d'être, et qu'on colle, qu'on affiche dans les couloirs ou dans les salles de pause des entreprises. Mais souvent, c'est très creux, et c'est uniquement de la communication. C'est comme ça qu'on a du happy washing, où on a des entreprises qui essayent de faire croire à leurs employés ou à de potentiels recrues qu'il fait bon travailler chez elles. Alors que parfois c'est sincère, mais dans la majorité des cas, c'est surtout de la communication. C'est de la communication qui sert à améliorer leur marque employeur ou qui sert à des fins de communication interne, à améliorer l'engagement, on appelle ça l'engagement, la motivation de leurs employés. Et finalement, dans les faits, on se rend compte que ces entreprises mettent une table de ping-pong par-ci, un baby-foot par-là, et proposent une séance de massage, de yoga ou de méditation. Alors là, tu t'évoques, plein de choses et justement, Hum. est-ce qu'il y a un fait, est-ce qu'il y a une actualité en particulier? Est-ce qu'il y a eu comme une sorte de déclic qui t'a fait, te lancer dans cette aventure, sur les réseaux sociaux de Vivre, moins con, il y a 2 ans? Parce que je il me semble que c'est il y a 2 ans que tu t'es lancé. Oui. Comment est-ce que tu as Hum. commencé? Alors, je crois pas qu'il y ait eu une actualité qui a tout déclenché, mais en fait, tout ce que je viens de dire, je l'avais déjà plus ou moins en tête. Et fin 2022, je quitte un emploi, j'étais chez Decathlon, où là, pour le coup, j'ai vu et j'ai vécu une condition d'employé qui est
J'utilise le mot avec des pincettes, mais je l'utilise vraiment quand même, qui se fait exploiter, quoi. Voilà. Qui est payé un peu plus que le SMIC et qui est employé par une grosse boîte et dont les conditions de travail sont difficiles. Sont difficiles. Je veux pas faire la victime parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont des conditions de travail beaucoup plus difficiles. Mais en tout cas, cette expérience de travail, elle m'a quand même fait vivre ça. Je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Et en fait, donc je quitte Decathlon après 3 ans quand même. C'est les vacances et je télécharge TikTok par curiosité. On n'est pas tout à fait fin 2022, on est pendant l'été 2022. On se rapproche de la rentrée des classes. Je télécharge TikTok par curiosité. Moi, je suis un gros geek de documentaires. Et en fait, souvent quand je regarde un docu, il y a un, deux, trois passages peut-être qui durent 30 secondes, 1 minute 30, je sais pas. Et je me dis, punaise, en fait, mais cet extrait, il est vraiment porteur de sens, il a des messages qui sont forts. Il faudrait que tout le monde voit ce passage. Et en fait, j'ai commencé à simplement partager sur TikTok des extraits de documentaires qui me paraissaient intéressants. Voilà, c'est tout. Moi, je mettais juste les sous-titres, on voyait pas mon visage, donc il y avait un travail d'édition qui était très minime. Et petit à petit, le compte a commencé à monter comme ça. Voilà. Et je me suis plus jamais arrêté. Et petit à petit, j'ai commencé par surmonter ma pudeur, entre guillemets. Au début, je voulais pas me montrer parce que je sais pas, ça me gênait. Et j'ai commencé à montrer mon visage, j'ai commencé à prendre la parole, et puis je me suis plus jamais arrêté. Et aujourd'hui, voilà, c'est devenu mon métier. Donc je travaille sur Vivre moins con à plein temps et je gagne ma vie comme ça. Il y a des gens qui pourraient dire justement que bah, tu es journaliste, en tout cas tu fais quand même un travail pas tout à fait identique, mais un peu similaire, mais toi tu te considères pas comme journaliste, je crois. Quel Mhm. parcours académique tu as suivi? Est-ce que ça, le parcours, enfin ta formation, ce que tu as fait avant, ça t'a aidé pour ce que tu fais aujourd'hui? Oui, clairement. Alors je vais juste revenir sur l'appellation de journaliste, et c'est vrai que je sais pas très bien encore pourquoi, mais j'arrive pas du tout à m'approprier ce terme-là. Je me ressens pas journaliste en fait. Pour moi, je suis vraiment créateur de contenu. Mais c'est vrai que dans les faits, dans ma pratique, bah, ça se rapporte beaucoup à du journalisme. Mais pour moi, dans l'imaginaire collectif, un journaliste, c'est quelqu'un qui travaille pour un journal, pour un journal de presse, pour un média. Et moi, je le fais pas, même si parfois ça m'arrive de collaborer avec des médias. Donc, on pourrait me dire, bah, du coup, tu es un journaliste pigiste. Mais écoute, je sais pas, dans ma manière de travailler et dans la manière dont j'ai construit mon taf, et voilà, je me définis plus comme créateur de contenu. Ensuite, moi j'ai fait des études de langue qui sont très généralistes, ça s'appelle LEA, je sais pas si ça existe encore. J'ai pas rechecké les sites de mes anciennes facs, Bah, mais j'ai des amis voilà. qui ont commencé leur étude sup, j'ai 23 ans, j'ai des amis qui ont commencé en Ouais, LEA, donc ça c'était il y a 5 ans, je crois que ça existe ouais, encore. d'accord. Bon, bah écoute, ça doit être ça alors. Et donc voilà, donc j'ai fait une licence et un master de LEA, ce que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un cursus académique qui m'a permis de beaucoup voyager. Voilà. Qui m'a beaucoup appris à travers les voyages. Et donc j'ai passé autant de temps, voire plus de temps à l'étranger. Alors quand je dis voyage, attention, enfin on était en échange, hein. Mais c'est quand même un voyage puisque bah voilà, on est dans un autre pays, une autre culture, et du coup, je pense que ça m'a appris. Bon, c'est assez cliché ce que je dis, mais c'est vrai, hein, en fait, quand on voyage à l'étranger, bah, ça nous permet de plus ouvrir notre esprit quand même, de faire preuve de davantage de tolérance. C'est peut-être un peu galvaudé de dire ça, mais en tout cas de faire preuve de plus d'empathie à des pratiques culturelles qui sont différentes. Voilà. Ça c'est cool, et puis ça m'a permis de nourrir une curiosité. Je suis curieux, j'ai envie de comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les gens, pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et pourquoi elles sont pas autrement. Et du coup, le fait d'avoir des cours de civilisation anglaise, américaine, espagnole ou autre, et de vivre en partie du coup dans ces pays-là, ben, ça m'a permis d'assouvir un petit peu cette curiosité que j'ai en moi. Alors rentrons dans le vif du sujet.
La question Mhm. de l'indépendance et de l'orientation des médias, moi, c'est quelque chose dont je voulais beaucoup parler avec toi, puisque c'est un enjeu que je trouve absolument crucial, puisque les médias, ils ont un pouvoir très déterminant dans nos sociétés. Certains parlent même d'un quatrième pouvoir, après les Mhm. trois pouvoirs de l'État, donc l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Les médias, ils ont cette capacité à faire de certains événements, certains objets de véritables sujets de société. Et au contraire, la non-attention médiatique ou certains discours mis en avant, ils peuvent créer des effets d'invisibilité ou de décrédibilisation d'un sujet. Là, bien sûr, moi j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais qui au-delà de ça est très très important, c'est celui du dérèglement climatique et plus largement de la dégradation de la planète due aux activités humaines. Ça fait un an ou deux maintenant que on a quand même une recrudescence assez importante dans les médias, je trouve, de discours climato-sceptiques, donc c'est-à-dire des propos qui nient le changement climatique et qui ne sont même pas remis en cause ou encore corrigés par les journalistes en charge des entretiens. C'est un véritable problème puisqu'aujourd'hui, il existe un consensus scientifique international qui permet d'affirmer l'existence d'un tel dérèglement mondial du climat. Et c'est d'autant plus problématique quand ce même dérèglement, il est responsable de catastrophes naturelles qui sont de plus en plus intenses, de plus en plus meurtrières et qui changent en fait drastiquement les conditions de vie sur Terre, précisément celles qui nous permettent de vivre, nous les êtres humains, mais aussi l'ensemble des êtres vivants convenablement sur Terre. Toi qui travailles tous les jours à partager un maximum d'informations vulgarisées sur les réseaux sociaux, je voulais savoir, d'après toi, à quel point un média, il peut laisser les opinions s'exprimer. On vit quand même dans une démocratie, dans un état de droit, où la liberté d'expression, elle est censée être assez large. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une question compliquée. En fait, cette question, elle est structurante pour notre époque. On le voit, on le voit avec les commémorations des 10 ans de l'attaque de Charlie Hebdo. La question de la liberté d'expression, elle est centrale. On le voit avec l'annonce hier, donc pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on est le 8 janvier. Hier, Mark Zuckerberg a annoncé s'aligner sur une politique de régulation de ces plateformes, donc des plateformes de Meta, sur ce que fait X. Donc en fait, on va sur Meta, donc Facebook, Instagram, on va avoir de moins en moins de modération. Donc la question de la liberté d'expression, elle est centrale. Et effectivement, comme tu le disais, même sur certaines chaînes de télé, sur certaines stations de radio, on entend des propos qui sont maintenant ouvertement climato-sceptiques, voire pour certaines parfois complotistes. Et c'est préoccupant. C'est préoccupant parce que j'ai l'impression on se dirige. De toute façon, c'est quelque chose qui se vérifie hein, dans notre histoire récente en France. À partir du moment où il y a un phénomène qui a lieu aux États-Unis, 10, 20, 30, 40 ans après, on emboîte le pas, quoi. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que notre rapport à la vérité, de toute façon, ça a déjà commencé, hein, eh bien, prenne le pli de ce à quoi on assiste aux États-Unis. Je suis inquiet de ça parce que à partir du moment où on n'a plus le réel, en tout cas le même réel comme socle commun, comme point de référence auquel on peut tous se référer pour avoir une discussion, un débat, pour trancher un désaccord, euh, en fait, ça veut dire qu'on ne va vraiment plus pouvoir se comprendre. Et quand on sait que sur le menu de ce qu'on a à faire collectivement, on a les enjeux les plus importants que l'humanité n'a jamais rencontrés, déjà que c'était pas évident. Alors, si en plus on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le constat, parce que pour certains, le dérèglement climatique n'est pas dû à l'activité humaine, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, c'est important de l'avoir en tête, parce que du coup, ça modifie pas mal de choses dans la manière dont on doit appréhender nos luttes, la manière dont on communique. Et c'est aussi d'avoir ça en tête pour pas se prendre une claque, quoi. Enfin, pour être lucide. Voilà, pour pas faire l'autruche. Et donc, il faut être lucide sur la nature du monde dans laquelle on vit. Voilà.
Ensuite, à quel point un média doit laisser libre cours à des pensées et à quel point, si on se place de l'autre côté, il doit rappeler à l'ordre ou en tout cas cadrer, ça c'est une question qui est difficile. Ou même une plateforme, ça c'est encore plus, le taf est encore plus énorme. Une plateforme comme TikTok, X ou Instagram, ou Facebook, en fait, ça donne un pouvoir à ces plateformes et aux médias en général, en fait, qui est un pouvoir qui va déterminer l'orientation des opinions des gens. En fait, c'est l'étape zéro de l'action politique. Et donc, à partir du moment où il y a un contrôle là-dessus, c'est assez préoccupant. Mais la réalité est ce qu'elle est. Ils ont ce pouvoir et du coup, ils doivent obéir à une éthique journalistique. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on avait, même si les médias n'ont jamais été libres, et je pense qu'il ne faut pas être naïf. À l'époque de l'ORTF, l'État aussi avait certains intérêts à contrôler ce médium d'information. Mais en tout cas, le reproche qu'on peut faire à ces médias et à ces plateformes, c'est qu'ils soient arbitres de la pensée, arbitres de la vérité. Donc c'est extrêmement complexe. Je pense qu'en fait, c'est des questions qui doivent se régler de manière démocratique, peut-être en ayant des espèces de commissions, de conseils avec des gens qui sont tirés au sort. Mais voilà, enfin, je pense que ce serait une piste et qu'il y ait des décisions qui soient prises sur le traitement de certaines informations, qu'elles soient liées à l'immigration, qu'elles soient liées au dérèglement climatique, qu'elles soient liées à la communauté LGBT, etc. Il y a des lignes rouges qui ne peuvent pas être franchies. Parce qu'à partir du moment où on permet tout, il y a des gens qui vont s'engouffrer dans les brèches, dans les failles, et c'est là où commence la désinformation. Et en fait, on ne désinforme pas juste parce que c'est drôle, c'est parce que ça sert certains intérêts. Bon, j'en reviens souvent à cette question des intérêts, mais pour moi, elle est vraiment primordiale. Et aujourd'hui, quand on a en fait des patrons de médias et des patrons de plateformes qui sont des ultra riches et qui possèdent des grandes industries, donc qui possèdent des assets, des actifs, des avoirs, dont l'issue de ces entreprises, de ces actifs financiers, dépend de ce qu'on légifère sur le dérèglement climatique, sur la réduction des émissions de CO2. Est-ce que on part sur un modèle économique de décroissance avec ensuite une économie stationnaire qui permet de répondre aux besoins économiques et sociaux tout en respectant les limites planétaires? Eux, ils ont intérêt à ce qu'on ne fasse pas ça parce que ça nuit à leurs perspectives économiques. Et donc, en fait, quand on se retrouve avec des pouvoirs économiques dans une main et un pouvoir de régulation des médias et donc de la formation des opinions des populations, là, on a un conflit d'intérêts qui est énorme. On a un conflit d'intérêts qui est énorme. Et donc, pour moi, cette question que tu poses de la régulation de l'expression, de la liberté d'expression, pardon, elle doit se faire de manière démocratique. C'est-à-dire, il doit y avoir des organes, des organes démocratiques en tout cas, qui sont soumis à un pouvoir qui est davantage populaire et qui ne peut pas uniquement rester concentré dans les mains de ces entreprises. Et je te rejoins tout à fait là-dessus parce que les médias ont ce rôle vraiment très important de diffuser de l'information et c'est pas, enfin voilà, les informations ont une grande incidence en général sur nos vies Mhm, en fait, moi, il y a un exemple que je trouve très parlant et d'ailleurs, tu as fait une publication là-dessus le mois dernier, il me semble. C'est sur la question mhm. des PFAS qu'on appelle aussi les Eh oui. polluants éternels. Donc en fait, ce sont des substances chimiques créées par les humains qu'on retrouve pas comme ça dans la nature, qu'on retrouve notamment dans les cosmétiques, dans certains vêtements imperméables, dans les poêles avec des revêtements anti-adhésifs du fait de leur persistance, ils sont présents absolument partout, dans l'air qu'on respire, dans les sols, dans l'eau qu'on boit, dans du coup notre alimentation, Partout. etc. Et on a commencé à en parler assez massivement
l'année 2024, donc cette année, grâce à l'activiste Camille Etienne qui a fait Oui. un court-métrage dessus Mm. qui est super, qui est absolument génial. Et ça me fait penser aussi au film Dark Waters, qui était Ouais, sorti en 2019, qui traite aussi de cette question-là et qui met en avant le fait, enfin, cette proximité entre la sphère économique, ces industriels et les politiciens qui ont tout fait pour étouffer cette affaire parce que ça bien permet sûr. à ces industriels, voilà, de servir leur intérêt et de brasser, voilà, une certaine, enfin une masse d'argent absolument faramineuse. Et du coup, c'est là aussi où ce fait, enfin, cette indépendance des médias, ça sert aussi à pouvoir diffuser la bonne information pour la sécurité aussi des citoyens. Et cette proximité, en fait, entre la sphère économique et les médias, elle peut être absolument dangereuse. Et ça Bien sûr. compromet aussi la, enfin, il y a quelque chose de vital là-dedans. Ben oui, bien sûr. Si les médias ne sont pas indépendants, ils ne peuvent pas lancer l'alerte quand il y a des scandales comme ça. Et nous, citoyens, citoyennes, non seulement on a le droit, mais on a besoin d'être alertés. On a besoin d'être informés sur ce qui se passe et sur ce qui se passe souvent à notre détriment. Et donc, si les médias ne le font pas, ben, il y a un problème. Et s'ils ne le font pas parce qu'il y a des consignes éditoriales qui leur sont données par, voilà, par leurs propriétaires, parce que ces propriétaires, en fait, ont intérêt à ce que ces choses-là ne se sachent pas, parce que ça va desservir leurs intérêts économiques, bah, je suis désolé, mais, mais ça va pas. Ça va pas. Et donc, il faut s'élever contre ça. Il faut le critiquer, il faut le dire, il faut en parler pour qu'il y ait une prise de conscience et un éveil collectif, parce que ça va durer encore combien de temps, quoi. Et en fait, tu parlais des PFAS, et ça, enfin, on l'a vu aussi sur la question des pesticides, sur la question, il y a plein de questions où en fait on peut vérifier ce genre de phénomène. Là, moi, j'ai reçu hier un message sur Insta d'une asso qui est basée à Bruxelles, qui se bat contre les lobbies. Et justement, elle m'a parlé de ça, des PFAS. Et elle me dit, ça y est, il y a déjà l'industrie pétrochimique et du coup bah, des représentants de ces industries, donc qui sont des lobbyistes ou alors des lobbies, donc ce sont des think tanks ou des associations qui représentent ce secteur d'activité. En plus, ils ont des moyens presque illimités, quoi. Et nous, en fait, on a des pétitions, on fait des manifestations, mais le rapport de force, il est clairement en leur faveur. Et donc, cette association, elle m'envoie un message, elle me dit, Charles, il faut que tu en parles. Les lobbies sont déjà en ordre de marche à Bruxelles pour essayer de faire capoter une législation européenne sur les PFAS. Voilà. Et donc, ça, si on n'en parle pas, et ben, du coup, en fait, ça permet à ces gens et à ces intérêts économiques d'agir en toute tranquillité, dans l'ombre, sans que ce soit su, sans que ce soit vu. Et effectivement, c'est problématique. D'ailleurs, s'il y a peut-être encore des personnes qui peuvent douter de cette dépendance entre certains médias et entre certains groupes économiques, moi j'ai relevé quelque chose que tu avais dit quand tu avais participé à une émission avec Le Crayon, qui est une chaîne YouTube. Hum, Tu avais parlé d'une citation de Vincent Bolloré, qui est un industriel hein, et un homme d'affaires et milliardaire français, qui est notamment propriétaire de médias comme Canal+, et du coup de chaînes de télévision comme CNews, C8 ou encore l'émission Radio Europe 1. Tu le citais lorsqu'en 2007, je crois, il avait dit: «Dans mes médias, j'ai le final cut». Et je trouve que c'est très représentatif. Et voilà, cet homme-là, à ce moment-là, ne se cachait même pas du pouvoir qu'il pouvait avoir, quoi. absolument. Ouais. C'est des paroles qu'il a tenues auprès d'un journaliste, je sais plus si c'était du Monde ou... Effectivement, il a dit, dans mes médias, c'est moi qui ai le final cut. Et donc, en fait, sur des sujets ou sur des enquêtes, et, et, et en fait, cette question-là, elle est vraiment très, très présente. Elle est vraiment très présente et très prégnante dans plein, plein de médias. Par exemple, je crois que c'est dans le service public. Alors, je critique le service public, non pas pour qu'il soit privatisé, hein.
ce qu'essaye de faire la droite et l'extrême droite, en disant ah le service public, etc. Et donc ils tapent sur le service public pour le définancer et pour au final que ce soit privatisé. C'est pas du tout mon cas. Au contraire, je pense on a besoin d'un service public. Mais ce service public, on essaye de moins le financer, ça c'est vrai. En tout cas, au niveau de l'État, le service public, à cause de certaines émissions, notamment tout ce qui touche l'investigation, tout ce qui a trait à l'investigation, on n'aime pas trop. Pourquoi? Parce que l'investigation, eh ben, ça met son nez dans des choses qui peuvent être dérangeantes. Voilà. Et donc, il y a des journalistes du service public, voilà, on fait petit à petit disparaître des émissions, ou alors on déprogramme une émission qui était quotidienne, on la met sur une tranche hebdo, donc plus qu'une fois par semaine, pour privilégier soit l'info chaude, donc l'info en continu, ou bien du divertissement, quoi. L'idée, c'est de pas trop mettre en lumière certaines choses qui ne vont pas. Voilà. C'est passionnant et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de médias indépendants qui voient le jour et qui se développent. Je pense à Mediapart, à Blast, pff, le média Off Investigation. Il y en a un autre aussi qui est sur l'investigation et qui fait vraiment du très bon travail. Je me souviens plus. Bon, bref, mais en tout cas, il y a plein de médias indépendants comme ça qui se développent parce que les citoyens se rendent bien compte que euh, pour qu'un média les informe correctement, bah, il faut que ce soit eux les actionnaires, entre guillemets. Il faut que ce soit eux les financeurs du média. Comme ça, le média n'a de compte à rendre à personne d'autre qu'à leur lecteur. Et donc, c'est un modèle économique qui a beaucoup plus de vertus. Et avant, tu parlais justement de la régulation des médias. Il y a une association qui a alerté sur ça il y a pas longtemps, puisque le 16 décembre dernier, donc 2024, l'association Quota Climat, elle a publié un Oui. rapport international pour alerter sur la banalisation de la désinformation climatique. Et l'association, elle soutient que la désinformation, je cite, alimente la confusion, polarise la société et s'attaque Mhm. à nos capacités d'agir. Elle dit aussi que si Mhm. on a une perception erronée, notamment des solutions, on fonce droit dans le mur. Donc, elle préconise de lutter contre la désinformation et insiste sur la nécessité d'améliorer la régulation des climats. Des médias, pardon. Et celle-ci, elle passe surtout par la politique de l'ARCOM. Donc l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Qu'est-ce qui fait que malgré l'existence de cette ARCOM et son rôle, on assiste encore à des dérives comme ça liées à la désinformation sur le sujet du dérèglement climatique, selon toi? Est-ce que c'est un problème encore d'indépendance de cette autorité-là? Avant, tu parlais de tirage au sort, notamment, pour juger de tout ça. Oui. Bah, il y a plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs choses. Enfin, en même temps, si c'est peut-être lié. Mais déjà, la question climatique, je pense que c'est un truc qui est chiant pour plein de monde. Et du coup, l'ARCOM, le climat, c'est un peu comme Sarkozy hein, qui avait dit de son mandat en tant que président, il avait dit l'écologie, ça commence à bien faire. Et je pense que pour plein de dirigeants, et c'est une phrase qui était marquée, qui a marqué et qui est restée. L'écologie, ça commence à bien faire. Et je pense qu'il y a plein de dirigeants dans ces instances publiques, au gouvernement, pour qui l'écologie, ouais, bon, l'écologie, voilà. Et ça joue, hein, mine de rien. Tu sais, dans les états d'esprit comme ça, les idées qu'on se fait de certains sujets, bon, voilà. Donc ça contribue pas mal à déprécier la valeur de certains sujets. Je pense que l'environnement, le climat, l'écologie, c'est clairement, bah, ça rentre dans ce cas de figure-là. Ensuite, l'ARCOM, bon, il y a une indépendance vis-à-vis du pouvoir et de l'État, mais ça reste quand même un organe, une entité assez politique, hein. Quand on regarde les modes de nomination, de mémoire, le président de l'ARCOM est nommé par le président de la République,
Et ensuite, je crois qu'il y a 6 députés, il y a un président et 12 membres du conseil consultatif ou du conseil d'administration. Enfin, en tout cas, il y a une moitié qui est nommée par, je crois que c'est le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Donc, ça reste quand même un organe qui a un lien de filiation avec les institutions de l'État, quoi. Et donc, bon, il y a quand même un intermédiaire, voilà, qui permet de prendre ces décisions, c'est l'Arcom, entre l'État et les médias, mais il y a quand même une certaine proximité. Donc, c'est compliqué de parler d'indépendance dans le cas de l'Arcom. Je pense que si l'Arcom, voilà, bah, écoute, on va reprendre cette proposition de tirage au sort, ou en tout cas d'avoir un mode de gouvernance qui serait davantage démocratique. Probablement qu'on aurait des décisions un peu plus affirmées, un peu plus fortes, un peu plus fermes. Ouais. Moi, je suis quand même étonné que pour sanctionner ces 8, il ait fallu attendre quand même, je sais pas, 2, 3 ans, et je ne sais combien de rappels à l'ordre, et je ne sais combien d'amendes qui ont été infligées à ces 8 pour des infractions qui ont été constatées, mais hyper souvent. Il y a des choses qui sont punies quand même de manière beaucoup plus rapide. Et donc là, on se dit, bon, après en même temps, c'est complexe parce que du coup, si tu es aussi sévère, aussi ferme qu'il faudrait l'être, je pense qu'ils doivent se dire aussi, mais dans ce cas-là, ça va toucher, ça va mettre en colère une partie de l'électorat. Il y a des enjeux qui sont politiques, électoraux dans tout ça, donc bon, c'est vraiment complexe, mais en tout cas, le fait est que le système actuel ne marche pas bien. Donc il faudrait qu'on réfléchisse, et d'ailleurs ces réflexions ont déjà été menées, parce qu'il y a eu ça a eu lieu en fin d'année dernière, les états généraux de l'information. Et donc il y a eu un rapport avec des préconisations, etc. Et donc en fait, en réalité, on sait ce qu'il faudrait faire. On le sait, mais ça dépend d'une volonté politique qui est aujourd'hui inexistante. Comme, sur beaucoup d'autres points, d'ailleurs. J'aimerais un peu dézoomer sur cette question, mais quand même il y a un lien. La place des réseaux sociaux, toi qui es du coup très actif, bah, sur les réseaux sociaux, c'est ton métier aujourd'hui. J'imagine que du coup, puisque tu publies beaucoup, tu dois placer un certain espoir dans peut-être les réseaux sociaux. Selon toi, est-ce que les réseaux sociaux, c'est très global, attention, ils Mhm. peuvent rendre le monde meilleur? Ils peuvent, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, pour moi, il y a eu, bon, après c'est compliqué, hein, mais ils l'ont clairement pas amélioré. Je vais pas dire qu'ils l'ont empiré, mais ils l'ont clairement pas amélioré. Mais des réseaux sociaux qui seraient un bien public, donc qui seraient pas contrôlés par des milliardaires, mais un moyen, un mode d'information, de communication sous forme de réseau social qui appartient à la collectivité, à la sphère publique, qui est régulé comme il faut. Mais c'est génial. C'est un outil qui est décentralisé, sur lequel les citoyens peuvent communiquer, peuvent prendre la parole. Et du coup, justement, les réseaux sociaux, ça, c'est leur grande force. Ils nous sortent de cette relation verticale à l'information, où en fait, on a un média qui nous envoie une information, on est juste consommateur de l'information. Dans le cas des réseaux sociaux, c'est décentralisé, c'est horizontal, c'est génial. Sauf qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les fameux algorithmes qui sont des boîtes noires auxquelles personne n'a accès. C'est pas normal que ces algorithmes soient limite plus protégés que la recette du Coca-Cola. Le truc est secret. Et donc, en fait, même si on n'y a pas accès, bah, étant donné qu'on est sur les réseaux, on voit comment ils fonctionnent. Et il y a plein d'études qui montrent que bah, ça met en avant la nudité. Enfin, en tout cas, il y a Arte qui avait diffusé un docu sur Insta où en fait on se rend compte que bah,
plus une femme est dénudée sur Insta, plus en fait l'algo va pousser le contenu. Voilà. Plus un contenu va être clivant, plus l'algo va pousser le contenu. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des réseaux sociaux, en fait, qui soit qui abrutissent avec une culture du vide, ou soit qui tendent la société ou qui divisent la société comme on le voit aux États-Unis. Et en fait, les réseaux sociaux ont une énorme responsabilité là-dedans. Et donc, c'est pas les réseaux sociaux en tant que tels qui sont mauvais, c'est la manière dont ils opèrent. C'est surtout le modèle économique, donc le fait que ce soit des entreprises privées et qui cherchent à faire du profit euh, en vendant de la pub et pour gagner, enfin, dans une logique capitaliste, étant donné que ce sont des entreprises privées qui cherchent à faire du profit et à maximiser leur profit, et que leur modèle économique, c'est de la pub, pour vendre un encart publicitaire le plus cher possible, il faut que ces réseaux aient un taux de rétention des utilisateurs qui soit le plus élevé possible. Donc on reste, qu'ils nous retiennent sur le réseau le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que eh bien, plus on est attentif et plus longtemps on est sur le réseau, plus cher ils vont pouvoir vendre l'encart publicitaire. Et donc, pour nous faire rester le plus longtemps possible sur le réseau, ils nous servent du contenu qui est culture du vide, qui est abrutissant ou qui est clivant. Voilà. Et en fait, elle est là la faille originelle des réseaux sociaux. Donc en fait, on pourrait sortir de ça. Et il y a des gens qui ont écrit là-dessus aussi. Euh, Mais effectivement, on n'y est pas. Et pour revenir sur ta question et sur le sujet dont on parlait juste avant, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de monde voit dans les réseaux sociaux euh, une alternative. Et c'est vrai que c'est une alternative aux médias traditionnels, mais en particulier par rapport à la liberté d'expression et l'indépendance de la presse. Donc, ce qu'on a évoqué juste avant. Sauf que c'est vrai que ça permet de contourner certains problèmes et certaines limites que l'on observe dans les médias traditionnels, ce qu'on a évoqué juste avant. Sauf que moi, en tant que créateur de contenu, sur Instagram et sur TikTok, je peux pas parler de tout. Il y a des phénomènes de censure et d'autocensure qui se produisent aussi sur les réseaux sociaux. Moi, en tant que créateur de contenu sur TikTok, c'est compliqué pour moi de parler des Ouïghours et de la Chine. Je risque de me faire strike. Je risque de me faire shadowban. C'est-à-dire que l'algorithme, soit de manière automatique, ou il va y avoir un modérateur qui va voir mon contenu et risque de restreindre mon compte. Sur Instagram, il y a des enquêtes journalistiques, je crois que c'est The Guardian qui a sorti ça. Euh, il a été démontré que Instagram a euh, restreint les contenus qui parlaient de Gaza. Voilà. Donc, sous couvert d'une certaine liberté, où en fait on n'a aucune consigne, il y a aucun chef pour nous dire non, ça les amis, on le met pas en une, ou alors on l'aborde avec tel angle, ou bah, en fait on n'en parle pas. Et ben en fait, c'est les algorithmes qui font le taf à la place. C'est-à-dire que ils vont invisibiliser certains contenus, ou alors ils peuvent aussi carrément faire sauter des contenus, ou même pire, faire sauter des comptes. Donc c'est beaucoup plus pernicieux. Ceci dit, il y a des sujets dont on peut parler sur les réseaux sociaux, dont c'est plus difficile de parler sur les médias traditionnels, et inversement. Donc finalement, les angles morts des deux se répondent un petit peu, se complètent un petit peu. Donc ça, entre guillemets, c'est cool. Mais les réseaux sociaux, non, c'est surtout pas la panacée, hein. Et moi, je le dis en tant que créateur de contenu, il faut en être conscient. Voilà. C'est-à-dire que moi-même, j'ai des limitations. Parce que bah, je veux pas que mon compte saute sur TikTok. Même si j'aimerais parler de la Chine, même si j'aimerais critiquer la Chine et tout. Sauf que bah, du coup, ça va m'empêcher de parler de tout le reste si j'ai plus de voix sur TikTok. Donc en fait, on doit peser
nos prises de parole en fonction des risques, etc. Donc c'est une autre dynamique. C'est une autre dynamique, ouais. Carrément, et à l'inverse, on voit le pouvoir que ça peut conférer à ces, détenteurs de ces réseaux sociaux comme par exemple avec, Elon Musk, voilà, on Ah oui. observe, pas mal de trucs, notamment, ces derniers jours avec, ces, tweets, sur X qui, sont carrément de l'ingérence, dans les affaires, publiques, de Hum. pays européens comme, en Norvège ou, ou encore, je crois, en En Angleterre, Allemagne, au en Royaume-Uni, Allemagne oui. et Mhm. donc c'est vraiment, voilà, ça peut faire vraiment, flipper, quoi. Mais oui, et ce qui est fou par rapport à Elon Musk, c'est que quand il a acheté Twitter, c'est très bien. Tiens, ben, j'en ai fait une vidéo. C'est un extrait de documentaire justement où je me suis dit, il faut que tout le monde le voie, et j'en ai fait une vidéo. C'est un docu diffusé sur Arte qui s'appelle Le Monde selon Elon Musk, je crois, euh, que je vous recommande de regarder. Voilà, s'il est toujours disponible en replay sur arte.tv. Et en fait, dans ce docu, et c'est l'extrait que j'ai repartagé en vidéo sur Insta et TikTok, euh, juste après le rachat, Elon Musk part assister à la finale du Super Bowl. Je crois que c'était un match de football américain, mais je crois que c'était la finale du Super Bowl. Joe Biden publie sur X, donc je crois qu'à l'époque ça s'appelait encore Twitter, Go, Go Team, Go. Je sais plus comment s'appelait l'une des deux équipes, mais Go, voilà. Euh, il prend parti pour une équipe parce que c'est l'équipe dont il est originaire, enfin du coin dont il est originaire. Donc voilà. Elon Musk, lui, fait un tweet similaire et, et là, ça l'a piqué au vif, hyper vexé parce que il fait 3 fois ou 5 ou 6 fois moins de vues et d'engagement que Joe Biden. Et là, après le match, il prend son jet privé pour retourner à San Francisco. Et il dit aux développeurs, donc il mobilise plusieurs dizaines de développeurs le week-end, c'était le week-end, pour leur dire, vous me changez l'algorithme pour que mon compte soit boosté de manière standard, enfin, de manière universelle. Mes contenus vont être beaucoup plus boostés et beaucoup plus visibles que les contenus de n'importe quel autre compte présent sur Twitter. Mais ils l'ont fait, évidemment. Et à partir de là, Elon Musk a une visibilité incroyable sur X. Et donc aujourd'hui, c'est comme si c'était enfin c'est son réseau social, mais c'est le réseau social qui lui permet d'amplifier ce qu'il dit, quoi. Et en fait, c'est hyper bien raconté par des journalistes américains à qui des employés de Twitter de l'époque ont raconté tout ça. Et on se dit, ouais, mais en fait, c'est complètement fou. Mais voilà le type de pouvoir que confère le fait d'être milliardaire. Aujourd'hui, ça permet ça, quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut toujours garder, je pense, cette, ambivalence en tête concernant les réseaux sociaux que, comme tu l'as dit, ça permet une liberté énorme, mais en même temps, il y a ce travers-là. Pour une note, un peu plus positive, est-ce que, tu as des résolutions pour cette nouvelle année ou des choses que tu aimerais réaliser professionnellement? Oui, j'ai des résolutions. Sur le plan professionnel, j'aimerais bien réaliser des formats de contenu, des formats vidéo euh, un peu plus originaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va dire que j'ai développé quelque chose dont je suis satisfait avec un format assez classique où je fais du face cam avec des images d'illustration et c'est un peu mon format signature, on va dire. Voilà, c'est comme ça que les gens m'ont connu et qui me reconnaissent et je veux pas lâcher ça. Mais j'aimerais bien faire des vidéos où euh, peut-être en studio ou à l'extérieur. Un peu plus original où je peux mettre de l'humour, même si j'essaie déjà d'utiliser l'humour. Euh, où je travaille avec d'autres personnes. Voilà, c'est-à-dire sortir un peu du cadre, on va dire, de ma zone de confort, comme on dit. Et ouais, ça, c'est mes aspirations et continuer
à, bah déjà, enfin, continuer à pérenniser, à développer Vivre moins con. Et, et peut-être, ouais, davantage dans du collectif, c'est-à-dire que ce soit avec des partenaires, des médias indépendants, des choses comme ça, ouais. En tout cas, je me sens un peu appelé vers ça. Ok, génial, plein de belles choses en perspective. Euh, Mhm. Merci à toi. Est-ce que, pour finir, tu aurais un mot de la fin à nous partager, quelque chose à dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent? Bah déjà, merci d'être arrivé jusqu'au bout de cet entretien, de ce podcast. Si c'est le cas, j'aimerais leur dire que bah, je pars du principe que ces choses-là les intéressent et que ça les préoccupe et qu'ils se sentent concernés. Et, et je les remercie aussi parce que c'est important. C'est important qu'on soit nombreux en fait à s'intéresser à ces questions. C'est important qu'on soit présent. C'est important qu'on soit actif. Alors après, moi j'essaye de pas. Enfin, j'aimerais bien qu'on soit plus nombreux parce que pour moi on est vraiment je m'inscris vraiment dans une perspective de lutte et de combat politique, mais sans parler de l'aspect partisan. Mais en fait, tout ce dont on a parlé, toi et moi, là, pendant un peu plus d'une heure, c'est un combat, hein. En fait, c'est vraiment un combat. Et du coup, j'aimerais qu'on soit plus nombreux dans ce combat, voilà, pour le gagner. Et ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense que j'en verrai pas l'issue, mais en tout cas, je suis hyper heureux et fier d'en faire partie. Voilà. Je dis ça pourquoi? Parce que on a tous des vies avec des impératifs. Voilà, certains ont des jobs qui sont durs, qui sont prenants, peut-être qu'ils aiment pas, mais dans lesquels ils se sentent enfermés et desquels ils peuvent pas s'extraire parce que bah faut payer les factures et tout. Il y a peut-être des gens qui ont des enfants et tout, et après le boulot, ils n'ont pas forcément envie de s'engager ou de s'impliquer dans une association, mais en tout cas, c'est une invitation qu'on peut prendre comme ça, mais si, si celles et ceux qui nous écoutent ont les ressources, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient en termes de temps, elles peuvent faire un petit quelque chose. J'aimerais leur demander qu'elles le fassent. Voilà, dans leur capacité, évidemment, tout en respectant ses limites. Faut pas non plus que ce soit subi, faut pas ressentir que ce soit contraint parce que sinon ça marche pas. Mais voilà, si celles et ceux qui nous écoutent ont envie, voilà, de contribuer, de participer, je les invite à le faire. Un, parce que c'est nécessaire, et deux, parce que ça fait du bien aussi. C'est-à-dire que quand on sent que l'on agit avec un projet, que ça s'appelle Vivre moins con, ou que ce soit un podcast comme le tien, et ben en fait, quand on met en mouvement, quand on passe à l'action, euh, c'est génial parce qu'on rencontre des gens qui sont comme nous, et du coup, on se sent moins seul, et on sent qu'on appartient à une communauté. Et il y a quelque chose de rassurant, et ça, c'est vraiment génial. Et ensuite, il y a quelque chose un peu je vais pas dire excitant, mais on fait partie d'une aventure, quoi. Et moi, ça me plaît de faire partir d'une aventure qui participe, je l'espère, à améliorer les choses d'un point de vue très large. Euh, voilà, donc ce serait ça, mais après. Je sais que la vie est compliquée pour beaucoup de monde, donc faut pas que ce soit culpabilisant. Voilà, enfin, c'est pour ça que je mets beaucoup de pincettes. Ouais, et c'est marrant parce que ce que tu disais sur le fait de passer à l'action, c'est quelque chose que Mhm. je dis beaucoup, que j'essaye de véhiculer aussi comme message à pas mal de monde, parce que c'est vrai que plutôt que d'être dans la passivité, déjà Eh ouais. agir, on le fait pas, on n'a pas cette prétention à vouloir sauver le monde, parce que de toute façon c'est impossible, mais déjà être dans Mhm. l'action, c'est sortir de soi-même, Voilà, c'est vraiment être dans l'exaltation, dans la rencontre, dans quelque bien chose qui sûr. dépasse nos angoisses, et c'est ultra important, donc je te rejoins vraiment là-dessus.
là-dessus. En tout cas, merci de nous avoir partagé une partie de ton histoire et de ta représentation du monde. Moi, j'étais très contente de Mhm. discuter avec toi. Et Ben moi aussi. j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à te suivre du coup sur TikTok et Instagram. Tu t'appelles, je le rappelle, Vivre moins con. Mhm. Et moi, voilà, j'admire beaucoup ton travail. Donc, j'espère que les gens te suivront et continueront à te suivre en masse. Merci Charles Ben, et merci beaucoup, Léa. à très bientôt. Ouais, j'espère. Avec plaisir. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura parlé d'une manière ou d'une autre. Et merci à Elodie Delcé pour le montage. Si tu as aimé et que tu veux suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour rester informé dès qu'un nouvel épisode sort. N'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, Léa-RTAG, pour me faire des retours sur ce que vous en avez pensé. À très vite!